Bonsoir, bienvenue dans Classico, le rendez-vous foot du lundi soir sur Radio J. On est heureux de vous retrouver. Pour m'accompagner ce soir, l'avocat Benjamin Krief. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, question, faut-il créer selon toi un super Classico ? Un super Classico, non, et une Super League encore moins, et on aura le temps d'en parler, je crois. Évidemment, bonsoir également à Franck Tapiro. Salut Franck. Bonsoir, salut tout le monde, salut les Classicos, Los Classicos. Franck Tapiro, communicant et fondateur de l'agence Rootspa. Franck, on me dit que tu as vibré hier après-midi devant la fin de match du PSG, est-ce vrai ? Oh bah, c'est plus que vibré, et je veux dire sincèrement, on a pas mal de matchs références en ce moment du PSG, mais je peux vous dire qu'hier, ce qui s'est passé, c'est un fil à référence absolu qui montre que PSG est à fond sur tous les tableaux, et il y a des attitudes qui me plaisent, celle d'Mbappé, bon, c'est une idole, c'est une star, mais à ce niveau-là, on va voir ça tout à l'heure. Franchement, ça fait plaisir. PSG Ouais. Saint-Etienne, donc une référence plus grande encore peut-être pour Franck Tapiro que Barcelone PSG ou encore Bayern Munich PSG. On demandera également l'avis à notre autre chroniqueur du soir. Bonsoir Alexis Visan. Salut à tous. Merci d'être avec nous Alexis pour ta deuxième dans Classico. Je rappelle que tu es ancien responsable commercial chez Sportsfy. On sera rejoint tout à l'heure par Régis Dupont, journaliste à l'équipe et auteur d'une nouvelle biographie de Cristiano Ronaldo. Je vous la montre ici pour ceux qui nous suivent sur YouTube. 101 fois Ronaldo, c'est paru chez Solar. Vous pouvez nous écouter, chers auditeurs, sur radioj.fr et désormais sur Radio Player France, la nouvelle appli a révolutionné votre usage de la radio. Vous pouvez également nous suivre, je le disais, en vidéo sur la page YouTube de Radio J. On compte sur vous pour liker, commenter, partager la vidéo et en parler autour de vous. Classico épisode 27, ça démarre tout de suite avec Combe sur la planète foot. C'est un serpent de mer depuis des années, mais l'histoire retiendra que c'est le 18 avril que 12 des plus grands clubs européens ont décidé de passer à l'attaque. 6 clubs français, 3 espagnols et 3 italiens, unis pour lancer une nouvelle compétition concurrente de la Ligue des Champions, la Super League. 12 fondeurs, mais pas encore de Français ni d'Allemands, même si 3 places supplémentaires pour les 10 fondateurs ont été réservées. 5 places seulement seront attribuées à d'autres clubs en fonction de leurs résultats annuels. Messieurs, que vous inspire cette ligue semi-fermée ? Je crois que si je peux commencer, je crois qu'on vit un moment important du football moderne. Je crois qu'en tant que fan du football, il faut absolument se mobiliser et pour contrer au maximum ce projet qui représente les excès du football business, qui représente l'excès, la dictature du fric. C'est l'anti-foot, c'est l'anti-méritocratie, voilà, c'est l'anti-légitimité. On va en parler plus en détail, qui sont certains de ces clubs qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, qui pour certains ont fait une finale, je pense notamment à Tottenham, pour décider de ce que va être demain les compétitions européennes. Je pense vraiment qu'on vit un moment important et je pense que c'est super important de se mobiliser contre ce projet dont on ne veut absolument pas. Alexis Visan, la dictature de foot, nous dit Benjamin. Du foot business. Je rejoins Benjamin sur on est tous européens, donc on est tous attachés à la valeur de la méritocratie et des petits clubs comme l'Atalanta en ce moment qui nous fait rêver en Ligue des Champions. Après, c'est sûr qu'il y a des problèmes de fond. C'est sûr qu'il y a des questions business qui se posent et quelque part, même si on est elles sont pas forcément nouvelles, hein, ces questions business. Le foot business, ça n'a pas démarré hier soir quand même. Non, ça n'a pas démarré hier soir, mais là, il y a une vraie problématique entre les réponses qu'apporte l'UEFA. On en reparlera de la nouvelle Ligue des Champions également, puisque même si on en reparlera tout à l'heure. Il y a quand même un projet, et malgré tout, moi, je la trouve très mal ficelée. Et en un sens, pour résumer ma vision aujourd'hui, c'est que je suis contre une Super League, mais le projet de Super League est mieux monté que le projet de Ligue des Champions. Franck Tapiro, Super League ou pas ? Moi, je trouve que, on va être d'accord, c'est ce que j'appelle la frictature. Donc, on n'est pas loin. Hein. La dictature du fric, c'est la frictature. Mais ça, c'est ce que c'est aujourd'hui. Il y a quelques années, parce que n'oublions pas, on ne peut pas faire les vierges effarouchées. C'est un projet qui a plus de 15 ans. Hein. Ça fait 15 ans que les grands clubs se demandent s'ils n'allaient pas faire. Et au début, c'était complètement différent. C'était pas pour une histoire d'argent uniquement. C'était vraiment pour regrouper des clubs qui avaient du talent, parce qu'il y avait énormément d'écart entre
des Real de Madrid, Barcelone, etc. et les autres. Et ils se sont dit peut-être que, comme l'NBA, ils ont fait ça vraiment pour d'abord amener de la qualité, en disant qu'ils allaient pouvoir amener un spectacle de qualité, donc le vendre beaucoup plus cher, essayer d'avoir les meilleurs joueurs et d'avoir une espèce de super NBA du football. Donc à la base, le projet était intéressant. Ce qu'il y a d'incroyable, de surprenant, comme quoi l'idée ramène de l'argent, mais l'argent n'a pas d'idée, et en cas très mauvaise, c'est qu'ils lancent cette Super League au pire moment. L'année où tous les clubs, pratiquement, sont endettés, tous les clubs sont complètement à la ramasse, ils ne savent même pas comment ils vont faire pour boucler et leur fin de mois et leur fin d'année. Donc c'est absurde. C'est-à-dire qu'ils se disent, et en même temps, Franck Tapiro, ces clubs expliquent que c'est le moment justement d'essayer de gérer de nouvelles recettes, alors que les audiences globales de la Ligue des Champions sont en baisse, qu'il y a l'impact évidemment de la Covid-19, notamment sur les ventes de places. Mais c'est horrible, parce que c'est au pire moment. C'est le seul moment, au contraire, où il fallait créer de la solidarité, de l'union, et faire en sorte que tout le monde participe au relancement du foot. Voilà, donc au contraire, c'est Franck, tu pars du Real et du Barça. Tu pars du Real et du Barça, mais il ne faut pas oublier que le Real et le Barça, si on reprend l'histoire d'il y a même 15 ans, comme Franck l'évoquait, et voire plus loin, ils sont financés par l'État espagnol. Parce que le Real Madrid, ils ont vendu leur terrain d'entraînement à la ville de Madrid. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est une histoire de tout temps, tout ça. Mais bien sûr, et on peut pas, d'abord tous les clubs ne sont pas égaux, le Real, c'est le Royal de Madrid, que c'est évidemment l'État qui finance, par ça c'est un peu plus opaque, mais bon, ça revient pratiquement au même, mais on peut pas sortir dans la même catégorie. Le PSG pareil, parce que le PSG, c'est le club du Qatar, etc., etc. Donc, encore une fois, il faut être cohérent. Aujourd'hui, l'argent n'a pas la même odeur en fonction des différents clubs. On en reparlera, le PSG n'est pas dedans. Non, mais je sais, mais parce qu'ils n'ont pas voulu depuis le début, attention, le PSG, il faut reconnaître ce qui est, c'est le Qatar qui a refusé de participer même aux discussions. Donc, parce que le Qatar, ils ont la Coupe du Monde 2022 derrière. Exactement, ils ont pas Benjamin. Mais ça c'est quand même super important de le souligner parce qu'on sait quand même taper sur les dirigeants, notamment du Paris Saint-Germain. Mais il faut quand même saluer les dirigeants du PSG, ceux du Bayern de Munich, qui ont commencé les négos d'ailleurs, ont été à la première table et qui derrière en sont sortis. Et on dit que nous, notre rêve, c'est de gagner la Ligue des Champions, donc on ne va pas sortir de la Ligue des Champions. Et moi, ce qui me laisse, ce qui me dégoûte en fait dans cette histoire, c'est que tu as des clubs qui n'ont plus aucune légitimité sportive, qui n'arrivent même plus à se qualifier pour la Ligue des Champions. Manchester United, Arsenal, Tottenham. Tu peux pas dire que ce sont des clubs qui n'ont aucune légitimité sportive quand même. Tu la pousses. Ces dernières années, qui n'ont plus aucune légitimité sportive à parler de Ligue des Champions. Manchester United, ils sont quand même sur le podium. Mais ces dernières années, Manchester United, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas passé les huitièmes de finale de Ligue des Champions? Oui, d'accord, mais c'est pas le petit club de quartier, quoi. Mais j'ai jamais dit ça. Je dis juste que en quoi aujourd'hui Tottenham, Arsenal, Manchester United peuvent décider, Atlético Madrid aussi d'ailleurs, peuvent décider que des clubs comme Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, Borussia Dortmund, Ajax d'Amsterdam, Porto, qui ont gagné plus de Ligue des Champions qu'eux, ces clubs-là qui n'ont plus cette légitimité sportive vont décider de faire une super Ligue des Champions sans ces clubs qui, eux, ont une histoire et ont une légitimité des titres. On marche sur la tête. Après, il y a deux choses à avoir en tête. Déjà, c'est que ces clubs-là ont des actionnaires américains et chinois. Donc, c'est évidemment que les Américains veulent faire la Ligue NBA. C'est notamment le cas de Manchester United et de Liverpool. Exactement. Je regardais, j'avais entendu ces chiffres-là. La NBA, je crois que c'était 6 milliards. Non, la NFL, je crois que c'était 6 milliards de droits TV pour une compétition qui est quand même qu'américaine. Alors que la Ligue des Champions, c'est 1 milliard, un peu plus d'1 milliard. Donc c'est vrai qu'il y a des questions à se poser. Mais Alexis, le combat des clubs n'est pas illégitime. Alexis, ce que tu dis, c'est intéressant, mais attends, mais pardon Steve, mais ce que dit Alexis, il nous jette des milliards là, c'est facile. Justement, je voulais qu'on passe le premier visuel. Je voulais demander à Raphaël et Louis de nous passer le premier visuel ou le deuxième avec un certain nombre d'éléments chiffrés pour se rendre compte des sommes immenses. On parle de milliards là, qui sont accolés à cette nouvelle Super League. 3,5 milliards d'euros à se partager, 32,5% pour les 15 clubs formateurs, les 10 frondeurs, auxquels vont s'ajouter 32,5% des recettes à se partager de manière égalitaire cette fois entre les 20 clubs participants, plus 20% en fonction des résultats, 15% selon la note
donc 3 milliards et demi contre 2 millions et demi aujourd'hui partagés pour la Ligue des Champions, 2 milliards pour les 32 équipes qui participent actuellement à la Ligue des Champions. Il y a une grosse différence. Je peux poser une question du coup. Oui. J'ai une question ouverte. Non mais où vient cet argent? D'où sortent les millions dont on nous parle aujourd'hui? Pour moi, c'est les droits TV vendus. Notamment les droits télé. Les droits télé. Notamment. Voilà, non mais attends. Attends, arrêtons-nous sur ce que tu dis, Alex. Sur les droits télé qu'on va vendre. Tu as dit sur les droits télé, mais tu oublies la conjugaison du verbe. Sur les droits télé qu'on va éventuellement vendre au titre de cette Super League. Tu es d'accord avec moi? Je pense qu'il y a eu. Je pense que pour annoncer ça, c'est déjà un accord de principe. Il ne serait pas parti comme ça sans accord de principe. Des diffuseurs dans ces pays-là qui auraient déjà acheté, pas du tout. Comment va être payé les 400 millions de tickets d'entrée au club qui est déjà promis par un emprunt auprès de la JP Morgan, tu en parlais tout à l'heure, une banque américaine. Oui, mais... on va financer par un prêt bancaire un premier ticket d'entrée pour les clubs, et ensuite on suppute qu'on va vendre ça et que ça permettra de rapporter 3 milliards et demi. Mais attends, on vient de sortir du fiasco Mediapro, on va retomber dans un autre fiasco avec de l'argent hypothétique. On peut imaginer qu'il y a des diffuseurs internationaux qui vont être appâtés par les affiches qu'on leur promet chaque semaine avec des matchs de folie. Mais encore une fois, les supporters de foot, c'est quoi? C'est du bétail, c'est des moutons, c'est des gens qui n'ont aucune réflexion et qui, comme on va leur vendre on avait cette même réflexion au moment du lancement de l'Euroleague de basket. Puis finalement, au fur et à mesure des années, on se rend compte que les fans de foot finissent par regarder des matchs, les matchs d'une compétition qu'ils avaient au début décriés dans ses fondamentaux. Mais si on je pense qu'on a banalisé Franck Tapiro. Je crois en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'on est en train de banaliser les grandes affiches. À l'époque, Real de Madrid, Liverpool, par exemple, on l'attendait pendant 10 ans. On était à genoux quand on le voyait. D'ailleurs, parfois il arrivait qu'on soit vraiment déçu. Et en fait, cette magie. Mais ça a changé, c'est plus comme ça aujourd'hui. Ça a changé. Voilà, c'est plus ça du tout. Et donc, faut pas croire. Mais cette Super League, quand elle a été pensée à l'époque, c'est parce que les mecs se sont dit, oh là là, plutôt que de voir des affiches bidons, on va garantir des affiches formidables à chaque fois. Sauf que il y a 15 ans, c'était peut-être bien, mais aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Parce qu'on est habitué à avoir des Bayern Real. On est habitué à avoir des Liverpool qui jouent contre, le Barcelone. Maintenant, c'est devenu quasi banal. Donc, refaire, en fait, c'est un vieux projet qui avait peut-être un peu plus de sens il y a 15 ans, qui en manque cruellement aujourd'hui. Et puis surtout, on prend en otage le public, on prend en otage les supporters de foot, on prend en otage les médias, et on oublie de dire aussi les sponsors. Parce que si c'est une vraie guerre entre la FIFA, l'UEFA et cette Super League, je peux vous dire qu'il va y avoir des gens qui vont être sur une liste noire, et des joueurs, et des sponsors, et des médias. Et après, on va créer de la division au moment où on a besoin de créer de l'unité pour sauver le foot. Alors justement, Franck, tu parlais des médias et des sponsors. Aujourd'hui, l'heure était aux réactions extrêmement fortes et des menaces de sanctions de l'UEFA et de la FIFA. Les joueurs seront bannis des sélections, a averti l'UEFA qui se tient dans cette affaire par la FIFA. On va, selon vous, vers un Euro ou une Coupe du Monde, peut-être pas les deux prochains, mais sans Griezmann, sans Cristiano Ronaldo. Ce qui est dommage, c'est que les joueurs, c'est à peu près, c'est tout à fait inimaginable. Hein. Le faire, la communauté européenne ne peut pas. D'abord, d'un point de vue légal, on ne peut pas empêcher un Européen de travailler. Donc vous allez voir que moi je suis absolument convaincu, ils ne sont pas fous, c'est que d'un point de vue légal et juridique, on va demander à Benjamin, mais je suis absolument convaincu que ça ne tient pas à l'Europe. L'Europe va dire on ne peut pas empêcher Griezmann de jouer dans tel ou tel club. Pourquoi? Parce que c'est du travail, c'est la loi du travail. Et donc je pense que il y a une brèche, il doit sûrement y avoir un vide juridique, mais je pense qu'autant ils pourront bannir des médias et des sponsors, mais les joueurs, ils ne pourront pas les empêcher de jouer dans des compétitions, parce que c'est empêcher quelqu'un de travailler. Ils peuvent ne pas les sélectionner. Ils peuvent pas. Ne pas les sélectionner. Alors, on va céder la parole à notre avocat en droit social. Benjamin, est-ce que tu as une petite idée de ce qui pourrait se passer dans les prochains mois? Est-ce qu'on peut empêcher certains joueurs participant à la Super League de concourir à l'Euro ou à la prochaine Coupe du Monde? Bien sûr. Franck a, je pense, raison. Les joueurs sont des salariés de leur club, donc ils vont jouer là où leur club leur dise de jouer. Ensuite, il faudrait du coup que l'UEFA, dans le règlement, interdise effectivement à un joueur de se rendre sur une compétition qu'il organise, mais effectivement, ça apparaîtrait comme une restriction à la liberté d'aller et venir dans l'Europe, à la liberté de travailler, d'aller et venir.
Alors après, ces libertés, pour les restreindre, il faut un but, il faut une mesure proportionnée au but recherché, dit le texte de la jurisprudence. Donc, à voir si ces mesures seraient proportionnées au but qui est recherché, c'est-à-dire la sauvegarde des intérêts de l'UEFA. Mais en tout cas, pour sortir du terrain juridique, moi, je trouve que l'UEFA a une réponse vraiment très forte, et c'est ce qu'il faut. Parce que je pense qu'on est clairement à un tournant du football européen et mondial, et il faut montrer les dents. Et si on ne le fait pas, l'UEFA ne sera pas respectée. Et donc, bravo à la réaction de l'UEFA qui est très forte. Et je crois qu'il faudra aller jusqu'au bout, quitte à ce qu'il y ait des batailles juridiques. Mais il faut aller vers des sanctions très fortes. Là, Alexis Vidan. vous prenez le problème à l'envers, parce qu'en fait, la question, c'est pas de les empêcher de travailler ou donc de jouer pour Barcelone ou l'Atlético ou la Juve. La question, c'est de dire que s'ils jouent pour ces clubs-là, ils ne seront pas sélectionnés. Et la sélection nationale, c'est pas un travail, donc il suffit que tout le monde joue le jeu. Et si les sélectionneurs ne les sélectionnent plus, comme Deschamps fait avec Benzema, par exemple, sur un autre sujet, bah, tant pis. Et c'est là où les sélections devront être fortes. Mais je pense qu'elles le Autrement dit, il n'y a pas d'entrave à la liberté du travail, quoi. Pour moi, je pense pas. Présent. S'il n'y a pas d'appel à la sélection, c'est pas un travail. Ils n'ont pas une carte de titulaire indiscutable. On est sélectionné par le sélectionneur, par définition. Mais juste dans les réactions, je trouve qu'on parle beaucoup de l'UEFA, et moi, j'aimerais beaucoup mettre en avant la réaction des supporters, et notamment en Angleterre, où on voit que même les anciens à Manchester, les anciens joueurs, Gary Neville, Ferguson, notamment les supporters à Manchester, et Liverpool, les supporters qui mettent des banderoles, il y a vraiment une coalition de tous ces supporters contre cette ligue-là. Et c'est à souligner, les premières réactions sont très, très virulentes de ce côté-là. Et c'est un bon point. Est-ce que vous pouvez envisager que ces 12 frondeurs sont en fait en train de faire pression sur l'UEFA et qu'il y a un accord à l'amiable, je mets des guillemets, pourrait finalement être trouvé et qu'on pourra abandonner in fine cette idée de Super League? On l'espère, hein. On l'espère. On pense que c'est le plus, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait plusieurs années qu'on a ces discussions-là, qu'on entend ce projet de Super League européenne. Là, je pense qu'on a quand même passé un cap, parce que les sociétés ont créé, ces clubs-là ont créé entre eux une société, ont déposé un nom, déposé une marque, la société elle-même qui serait dont l'objet social serait de gérer les droits, justement, marketing, merchandising et droits télé. Donc on a passé un cap. Est-ce que c'est un moyen de négocier? Je l'espère, parce que sinon on va arriver dans une situation inextricable avec des compétitions internationales qui arrivent. Mais j'espère que c'est un moyen de mettre la pression. Ouais. Je ne peux pas imaginer, encore une fois. Vas-y. Parce que cette annonce, Benjamin, est concomitante de la présentation aujourd'hui par l'UEFA de son nouveau projet, sa nouvelle réforme de la Ligue des Champions qui sera mise en place à partir de 2024. 36 participants contre 32 aujourd'hui. Beaucoup plus de matchs à jouer. Steve, il ne faut pas oublier que l'UEFA n'a pas reculé. Pardon, Alex. Heureusement que l'UEFA n'a pas reculé aujourd'hui. T'imagines si l'UEFA avait dit, compte tenu de ce projet de Super League, je retire mon projet. Heureusement, ils ont été jusqu'au bout. Quitte à rouvrir des discussions derrière. Si tu retirais ton projet aujourd'hui, tu étais mort. Il ne faut pas refuser le rapport de force, quoi. Non, mais il ne faut pas oublier que ce projet-là, il a déjà été. Ce projet-là, il a déjà été repoussé, puisqu'en fait, l'annonce de la Super League, du changement de Ligue des Champions, devait être faite déjà au début du mois. Et ils ont repoussé l'annonce pour les négociations qu'il y a eu, et je pense qu'ils, du coup, n'ont pas abouti pour arriver à ce qui s'est passé cette nuit et ce matin. Mais après, pour être positif et ferme, il ne faut pas oublier que dans d'autres circonstances, les clubs anglais avaient été virés des Coupes d'Europe après le drame d'Hillsborough. Et il me semble pas que la Ligue des Champions s'en portait plus mal. Donc c'est pas forcément très club. Oui, mais il y avait peut-être la domination de la Première Ligue qui n'existait pas à l'époque, mais la domination du championnat anglais était beaucoup moins forte que celle sous sa nouvelle forme. Non, bien sûr, mais il y avait moins de clubs déjà en Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, il y avait Nottingham qui l'avait gagné 2 fois. D'ailleurs, il y avait même des sujets, puisqu'on dit beaucoup qu'Everton allait gagner, était devenu le club leader en Angleterre et qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions l'année où les clubs anglais ont été expulsés. Donc les clubs anglais, la domination était déjà forte à cette époque-là. Ils sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Et je pense qu'on peut. Il reste des grands clubs dans tous les championnats. Donc évidemment, l'idée, c'est de trouver un accord, parce que c'est toujours sympa de voir des matchs avec le Barça, le Real et autres. Mais je veux dire, si on prend l'exemple de l'Italie, il reste Naples, il reste la Roma. Il y a des clubs, quoi.
c'est pas la mort. Mais alors dans ce nouveau projet, face à ce type de décision. Dans ce nouveau projet de Ligue des Champions présenté tout à l'heure, 3 tickets directs ont été attribués à la France, ce qui est une bonne nouvelle. La multiplication des matchs, vous le disiez, va forcément conduire à une augmentation des retombées économiques. Et puis, est-ce que finalement, selon vous, il n'y a pas une forme d'hypocrisie dans tout cela ? Quand on sait que dans le précédent projet de réforme de la Ligue des Champions préparé par l'UEFA, 28 des 32 clubs étaient assurés de disputer la compétition chaque année. Est-ce que finalement, l'UEFA ne portait pas également, alors évidemment sous la pression des clubs qui ensuite ont formé la Super League, un projet qui ressemblerait peu ou prou à cette nouvelle Super League? Il n'y a pas de hasard non plus. Il y a pas de... Évidemment, les Franck Tapiro. En même temps, donc, c'est incroyable que, évidemment, le projet de Super League arrive au moment de la nouvelle réforme de la Champions League. C'est une façon de mettre la pression aussi. Moi, ce qui me sidère, c'est que va-t-on devenir après? C'est-à-dire que ces clubs-là qui, objectivement, ont lancé un appel à la sécession. On est d'accord. On parle de séparatisme en ce moment. Il n'y avait pas que de séparatisme dans la société, il y en a aussi dans le football. Mais si demain, finalement, ils annulent ce projet, ça va être compliqué quand même derrière. Est-ce qu'il ne faudrait pas demander la démission, mais je suis très sérieux, de tous les présidents de tous ces clubs sécessionnistes ou séparatistes? Parce que comment est-ce qu'ils peuvent continuer après à participer à la Champions League alors qu'aujourd'hui, ils en veulent la mort? Puisque ce qui est clair, c'est que si cette Super League existe, c'en est fini des compétitions européennes attractives. On va avoir le challenge pam-pam contre la Super League. Donc, encore une fois, moi je me dis, est-ce que c'est juste, bon, tout le monde peut faire ce qu'il veut aussi, mais à un moment, les supporters, je sais qu'en Angleterre, par exemple, ils sont tous vent debout contre cette Super League. Les Anglais sont hyper légitimistes. Ils adorent l'accessible, ils adorent les clubs qui se battent et qui arrivent peut-être une fois dans leur vie à être en Champions League, même s'ils passent pas un tour. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas demander la démission, moi je serais pour, de tous les présidents de ces clubs, qu'ils assument jusqu'au bout. Ils veulent pas faire la Super League. Si on ne peut pas faire la Super League... Alors là, en termes de droit du travail, Maître Krief, ça semble compliqué. Reste à savoir aussi si les supporters des clubs concernés seraient favorables à une telle démission. Mais si on a beaucoup parlé de Benjamin, puis on va écouter ensuite la ministre des Sports. Franck, sans aller dans ses excès, tu as l'habitude, comme nous tous autour de la table, de ces tensions dans le business. Comme il y a eu pour les droits télé avec Mediapro, les tensions avec Canal+, la Ligue. Voilà, il se trouve que les choses ensuite ont repris leur place. Et c'est encore une fois, ça fait partie des négos. Demander la démission des clubs, non, mais leur mettre la pression, oui, et ils vont rentrer dans le rang. Comme aujourd'hui, on a, je te dis, un accord avec la Ligue et Canal+, mais on pensait que c'était impossible il y a quelques mois. Benjamin, mais pour revenir sur Mediapro, je suis désolé, mais toutes les personnes, pour moi, qui ont participé à cette négo, auraient dû démissionner. Regarde dans quelle merde oui, c'est pas le cas, bien sûr. Il va falloir... Mais ça n'a pas été le cas, Franck. Donc c'est pas un excès. Non, mais c'est pas un excès de ma part. Ce serait totalement logique. Le foot est quasi mort en France, il faut le dire. Tous les clubs vont mettre, dans le meilleur des cas, si tout repart normalement, 4 à 5 ans pour retrouver le niveau qui était le nôtre il y a 4 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'on a pris 4 ou 5 ans dans la vue. Regardez le prix. On parle de business, regardez à combien se vend la SSE. Saint-Etienne, le club de mes rêves, le club de mon enfance. 20 millions d'euros? Est-ce que ça, c'est le prix de la marque? Non. Ça veut bien dire que cette histoire de Mediapro a complètement massacré la valorisation du football à tous les niveaux. Au niveau des valeurs tout court, mais au niveau de sa valeur financière. Ce qui montre aujourd'hui, moi quand je dis il faut appeler les dirigeants à démissionner, pourquoi? Moi je suis patron de mes boîtes. Et vous, quand je fais une connerie, c'est moi qui trinque. Et donc, pourquoi eux, en fait, finalement, ils ont des mandats, l'impression, à vie. Je suis désolé, mais qu'ils assument leur truc. À la limite, si vraiment cette Super League n'a pas lieu, qui démissionne, mais je ne sais pas qui on les vire, mais qui démissionne parce que ça va être élu, ça va être compliqué quand même, au Real. Pardon? Mais si on va terminer sur ce dossier avec le Paris Saint-Germain. Alexis, on va rester rester pour terminer ce sujet sur les clubs français et en particulier le Paris Saint-Germain. Le PSG reste pour l'instant à l'écart de ce projet. Est-ce que c'est selon vous une position tenable si ce projet se concrétisait et s'organisait à partir de non pas de la prochaine saison, en tout cas la saison suivante? Moi, je me demande aussi au bout 5 milliards qui sont annoncés. On va aller les chercher. Aujourd'hui, les 3 milliards en question que récupère la Champions League viennent des droits télé, des sponsors. Voilà, et c'est pas comme si il y avait des Martiens qui venaient demander à regarder la Ligue des Champions ou les championnats d'Europe sur Mars. Je veux dire, c'est quand même le même gâteau qui va être réparti entre tous ces clubs.
Le gâteau, évidemment, des droits télé, des sponsors. Et on sait qu'aujourd'hui, dans la crise que nous vivons, on a surtout besoin de solidarité entre les plus grands et les plus petits des clubs, entre les pays également. Merci. Et de ne pas se refermer sur soi-même alors que la crise sanitaire voudrait que justement on soit en solidarité. Voilà, c'était la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, au micro de nos confrères de LCI. Sur le PSG, un dernier mot. Est-ce que le PSG, je vous le demandais juste avant le passage de ce son, est-ce que le PSG, pour cette position, comme le Bayern ou Dortmund? Non, mais d'un point de vue business aussi, encore une fois, le marché français et le marché allemand, c'est quand même les plus importants en Europe. Hein. Donc, Italie, Espagne, en termes de population, ça pèse moins lourd quand même que France, Allemagne. Donc, même en termes de business sponsoring, je ne sais même pas si sans les clubs français et allemands, la Super League, elle est extrêmement viable. Hein. Parce que sans les publics français et allemands, il y a quand même une grosse perte. Non, mais financièrement, je veux dire, on parle finance, là, c'est que du business. Donc, financièrement, il y a quand même une grosse perte liée à la non-présence de clubs français et allemands. Non, mais le PSG ne serait pas exclu, il ne serait pas un membre fondateur et il faudrait attendre d'avoir la bénédiction de Tottenham, Arsenal et Chelsea, Milan AC et Inter de Milan, des clubs beaucoup plus légitimes que le PSG au niveau européen, pour daigner nous donner une place en Ligue des Champions. Donc écoutez, non, mais c'était pas le sens de ma question, Benjamin. Plaider notre cause. A priori, la place du PSG est réservée, hein, à peu près, c'est ce qui se dit. Mais est-ce que le PSG peut rester à l'écart de ce projet s'il venait à se concrétiser? C'était le sens de la question que je vous posais. Alors, pour répondre à ta question, moi, je trouve que la position de Nasser El-Khelaifi est parfaite. Il faut la saluer, encore une fois. On adore taper sur le Paris Saint-Germain et ses dirigeants quand ils font quelque chose de bien et de chauvin, parce qu'ils ne pensent pas qu'à eux avec cette décision. Ils pensent à tous les clubs français, y compris les clubs amateurs. Il y a la question des droits télé aussi. Hein. Il y a la question des droits télé aussi. Hein. Il pense à la Coupe du Monde Nasser est le président de BeIN, Qatar 2022. Il y a des contrats qui sont signés aussi pour la Ligue des Champions. Non, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'intérêts qui entrent en jeu. C'est pas seulement pour la beauté du geste ou du sport. Ce qui est normal, hein, par ailleurs. Mais Nasser El-Khelaifi est loin d'être fou. S'il peut récupérer 2,5 milliards de droits télé dans la Super League, il y aurait été. Donc je pense qu'il y a aussi quand même une logique sportive qu'on peut essayer de temps en temps de lui reconnaître. Voilà, c'est tout. Et on verra comment les négociations évoluent. Si jamais un jour il n'y a plus de Ligue des Champions et il n'y a que la Super League, évidemment que le PSG ira. Mais pour l'instant, je trouve ça super intéressant d'avoir le PSG et le Bayern dans cette position de contre-frondeur, on peut le dire. C'est pas honteux. Messieurs, cette actualité. Il y a un autre aspect juridique. On termine avec Franck et on passe au sujet suivant. Oui, la grande inconnue, alors je peux vous dire, c'est ni l'argent ni le sportif, vous verrez, ce sera le juridique. Pourquoi est-ce que le Qatar n'y va pas? Parce qu'ils ont peur des sanctions. Maintenant, je vais vous le dire, ça va être très, très, très cynique, comme dans le business. Si demain on se rend compte que les sanctions ne sont pas légales et si tout le monde peut y aller sans sanctions, vous allez voir, on fera peut-être une autre émission en disant finalement ils vont être 48 clubs en Super League, est-ce que c'est vraiment valable ou pas? Vous allez voir, c'est une question juridique, c'est tout. Ouais, juste pour terminer, je voulais juste ajouter que ça fait vraiment quelques secondes. Ça pose aussi un problème de gouvernance à l'UEFA, très clairement. Et on voit que l'absence de Platini, notamment, qui était dans les instances, et même s'il a fait des problèmes à côté, ça manque aujourd'hui parce que ce type de personnalité, justement, pouvait, par son aura, tenir un peu les clubs et qu'aujourd'hui, le dirigeant slovène, malheureusement, il n'a pas les armes pour tenir les grands clubs. Messieurs, cette actualité ne doit pas nous faire oublier évidemment l'actualité du terrain. Demi-finale allée de la semaine prochaine de la Ligue des Champions. Le PSG recevra mercredi soir prochain à Manchester City. Les Citizens qui ont perdu sur blessure samedi en FA Cup, en demi-finale de FA Cup, leur maître à jouer Kevin De Bruyne. On ne sait toujours pas s'il jouera contre le PSG. Il sera en tout cas absent mercredi dans 2 jours à Aston Villa. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le PSG selon vous? C'est sûr. Oui, horriblement oui. De Bruyne survole d'abord chaque match, le championnat anglais, le championnat mondial aujourd'hui. C'est un des plus grands joueurs au monde aujourd'hui, De Bruyne. C'est un monstre, c'est un mec qui est tout faire. 8 buts, 16 passes décisives cette saison. Hein. Oui, mais c'est un monstre, c'est un type. En fait, on sent que cette équipe, malheureusement pour City, est fabriquée autour de lui. Il est capitaine, il est tout dans cette équipe. C'est le super joueur. Et ce qui est fragilisant, on le verra mercredi, j'espère que ce sera valable, même si je n'aime pas dire qu'on puisse gagner par défaut. Il faudrait qu'on puisse gagner contre Manchester City quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que je pense que jouer sans De Bruyne, ça va les déstabiliser. Voilà ce que je pense.
City qui n'est pas dans une forme éblouissante, Benjamin et Alexis, ils ont perdu, donc je vous le disais, contre Chelsea de Thomas Tuchel 1-0. Beaucoup de joueurs absents, beaucoup de joueurs blessés. Est-ce que c'est le moment justement pour Paris de les prendre et de passer pour cette 3e demi-finale de l'histoire du PSG en Ligue des Champions? Bien. Je pense que c'est le bon moment. Benjamin? Après, pas d'excès de confiance. Il ne faut pas dire que City est dans une mauvaise passe. Il y a quelques temps, on disait que le PSG aussi était dans une mauvaise passe parce qu'en championnat, c'était plus compliqué. Manchester City, on sait que c'est un club qui est programmé aussi pour gagner la Ligue des Champions. Ça fait plusieurs années qu'ils y rêvent, d'où leurs investissements colossaux. Guardiola aussi est là pour gagner la Ligue des Champions avec un autre club que Barcelone. Donc je pense qu'on peut absolument pas avoir un excès de confiance. Ça va être un match très difficile avec l'une des meilleures équipes d'Europe, avec sans doute le dernier carré regroupe, je pense, les meilleures équipes d'Europe, des joueurs incroyables. Phil Foden, moi je le trouve exceptionnel. Gundogan est exceptionnel. On pourra en faire la liste, elle est assez longue, mais ça va être un match extraordinaire. Et l'absence de De Bruyne est évidemment un avantage, mais ça sera évidemment insuffisant pour battre City et Guardiola, qui en a fait, à mon avis, sa priorité dès lors que le championnat est maintenant quasiment joué. Un mot sur Tuchel peut-être, Alexis, aussi? Pour revenir sur City, on ne sait pas si De Bruyne ne sera pas là encore. On sait qu'il ne sera pas cette semaine, mais il sera peut-être là la semaine prochaine. C'est évidemment la plus belle affiche des demi-finales par rapport à Chelsea qui semble plus, on va dire, tactique. Ça va être du très beau match, du très beau foot. Et on a hâte d'y être. Et pour la question sur Tourelle, écoutez, il fait du bon travail. De toute façon, à Paris, il était déjà un très bon coach, mais c'est vrai que par rapport à Lampard, il a apporté quand même une vraie assise. Son bilan est assez exceptionnel. 13 victoires, il a une 13 défaite, victoires nulles, 2 défaites. 2 défaites en 19 matchs. 2 défaites. Ouais. Mais il n'a jamais été, 14 clean sheets. Il n'a jamais été critiqué sur son côté entraîneur, en fait. C'est tous les à côté de la club comme Paris qui ne permet pas d'aller plus loin. À peine. Alexis, on va ressortir des vidéos de toi. À peine. Il était à peine critiqué, Tuchel. T'as raison. À peine. Non, mais je dis pas qu'il n'est pas critiqué. Je dis que malgré tout, plus que dans le jeu. Alors dans le jeu évidemment parce que Paris c'était Paris, mais malgré tout dans les résultats, il a quand même obtenu des très bons résultats à Paris. On peut, à part la première saison où effectivement on perd la coupe, mais au-delà de ça, il a eu des très bons résultats à Paris et donc du coup, parfois effectivement ça a été un peu oublié sur l'échelle de tous les à côté. Et à Chelsea, on se rend compte que c'était quand même un bon entraîneur. Et d'ailleurs sa faculté de rebond est assez impressionnante parce que c'est pas évident de passer d'un club comme Paris à Chelsea en si peu de temps et c'est assez impressionnant ce qu'il fait, ceci dit, à ce niveau-là. Comment vous les trouvez, les Parisiens? Victoire, je le disais tout à l'heure, des Parisiens sur le finish 3-2 dimanche après-midi contre Saint-Etienne. Un match assez soporifique pendant une grande partie du temps jusqu'à ce dernier quart d'heure qui a été assez éblouissant avec un très grand Kylian Mbappé. En termes de caractère, c'est exceptionnel. Franck? Non, mais ce qui s'est passé surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'entre le début et la fin du match, on a l'impression qu'il y a eu une autre équipe. En gros, le match était très, très, très moyen, on l'a vu. Et dès qu'il y a eu ce malheureux but à la 82e, si ma mémoire est bonne, tout d'un coup, l'orgueil, j'ai dit bien l'orgueil, c'est la meilleure des choses au foot. Des Parisiens s'est réveillés, ils se sont dit, ah non, c'est pas possible. On peut pas, quitte à perdre le championnat, on peut pas perdre le championnat chez nous contre Saint-Etienne. Ça s'est joué en 1/1000 de seconde. Et là, les grands patrons sont là. Mbappé s'est réveillé, il a pris le match à son compte, il a tout fait. Il provoque le penalty, il tire le penalty, c'est un truc de ouf. Tout d'un coup, c'est lui qui a emmené cette équipe. Et on l'a vu même avec la réaction de Neymar, dit le voyou, dans les tribunes, etc. À ce moment-là, PSG est redevenu le PSG winner. Mais un PSG winner comme il y en a peu. Parce que je peux dire, il y a très peu d'équipes qui auraient eu les guts de remonter ce but, de gagner le match et de s'assurer. Pour moi, ils vont gagner le championnat avec Saint-Etienne. Vous allez voir. Cette histoire de Saint-Etienne, ça va les amener au bout. Alexis, Benjamin, est-ce que vous avez vu aussi le futur champion de France comme le pense Franck? Ce qui est génial, c'est que c'est très difficile de parler parce qu'on voit Monaco, par exemple, qui met 3-0 à tous les matchs. Il y a 4 équipes en 3 points, alors c'est vraiment extrêmement serré et c'est très. Avec des remplaçants qui rentrent et qui marquent très régulièrement à Monaco. Ouais, Monaco est un meilleur effectif. C'est une super plus-value. Monaco a une profondeur de banc Monaco a un effectif, une profondeur de banc plus importante que le PSG, à mon avis. En qualité, quand tu vois les changements à Monaco, les joueurs qui rentrent, Jovetic qui rentre, qui marque, c'est une profondeur de banc qui est beaucoup plus importante que celle de Paris. Mais en tout cas, sur Paris, un tout petit mot. J'ai dit la semaine dernière, à ce micro même,
que je trouve qu'il se passe quelque chose au Paris Saint-Germain, là, dans ces dernières semaines, que le groupe, le club a été programmé pour être performant. Là, maintenant, tout de suite, qu'il y a une sérénité qui se dégage du club, peu importe ce qui se passe dans la tournure des matchs, et ça s'est vérifié ce week-end. Et voilà, je crois vraiment qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça sera la bonne saison pour gagner le championnat et évidemment la Ligue des Champions? J'en sais rien. Mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il se passe clairement quelque chose au PSG, c'est tout. On ne peut plus le nier. Avec un aspect psychologique important qui est visiblement, c'est ce qu'on lit dans la presse, notamment dans l'équipe, qui est beaucoup travaillé par le staff de Pochettino. Et c'est peut-être ça, et c'est peut-être là, on parlait de Tuchel avec Alexis il y a quelques minutes. Tuchel qui est un coach que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il a cet aspect humain de la gestion des joueurs. Il l'avait beaucoup avec Neymar, Mbappé, il était très tactile dans la gestion des joueurs, on le voyait, il le fait toujours à Chelsea. Et avec Pochettino, il y a aussi ce rapport un peu privilégié et cette gestion humaine des choses. Et il a l'air, c'est vrai, d'apporter de la sérénité, de rester calme. Sur le banc, il a l'air beaucoup plus calme. Et peut-être que c'est ce qu'il fallait à ces joueurs-là pour performer. Et du coup, moi je rajouterais, je voulais Alexis. Leonardo pour tout ça, parce que malgré tout, c'est Leonardo qui fait le changement de coach. Et c'est sûrement ce que le club avait besoin. On parle de Chelsea, de Tourelle, mais par exemple, c'est assez surprenant de noter que Chelsea a fait 3 demi-finales, les 3 saisons où il changeait d'entraîneur en cours de saison. Donc il y a parfois on parle beaucoup d'un coach qui doit durer 3 ans, peut-être que c'est 6 mois. Un mot également sur l'OM, les Olympiens victorieux ce week-end contre Lorient 3-2, 4e victoire en 4 matchs à domicile des Olympiens depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Est-ce qu'il y a un effet Sampaoli selon vous? Après l'effet qui se coule et puisque effectivement les Marseillais marquent beaucoup dans les dernières minutes. Il y a dire qu'il y avait le Fergie time et maintenant il y a le Sampaoli time. Cette expression, elle a un peu perdu de sa superbe, quand même, si tu me permets, mais bon. Sur l'OM, écoute, moi, j'ai vu le match, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de phases de possession stériles. Le bloc de Lorient était très, très bas, c'était évidemment le jeu, avec parfois 5 derrière. Et la possession, ça ronronnait, c'était sur les côtés. Surtout en première mi-temps. Et d'ailleurs, Sampaoli a reconnu des erreurs. Ils ont vraiment eu du mal à trouver des espaces, mais en même temps, il n'y en avait pas, donc c'était compliqué. Après, il faut reconnaître que sur les buts qui sont marqués, ils sont très très beaux, c'est des belles actions construites. On voit l'importance de Milic devant, qui est un point de fixation, qui remet un très beau ballon de la tête à Payet, donc ça c'est vraiment beau. Lirola fait un super match. Donc voilà, les stats de Sampaoli parlent pour lui. Clairement, il a eu un impact sur l'arrivée. Il est à 4 victoires, je crois, 12 buts marqués, ce qui est déjà 4 fois plus, je crois, ou plus que Villas-Boas dans ces derniers. Il y a 12 buts marqués, donc 4 dans les 5 dernières minutes. C'est pour donc revenir effectivement, il y a un Sampaoli time. Ouais. Mais ça joue là aussi sur le mental. Mais Sampaoli, moi j'avais peur qu'il amène encore plus de feu et de fougue, et je ne pensais pas que l'OM en avait besoin. Mais en réalité, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe sur le bord du terrain. Lui, il a l'air très excité. Mais je trouve qu'aussi, il amène une certaine sérénité. Je ne pense pas qu'il amène cette folie furieuse qui semble l'animer. Donc finalement, pourquoi pas? Il y a quand même une grinta de ces coachs argentins. Alors, Alexis et puis Franck. Non, j'allais juste ajouter par rapport à ce que disait Benjamin, qu'il y avait quand même, entre Pochettino et Sampaoli, il y a quand même une grinta des coachs argentins qu'on revoit sur ces buts à la dernière minute. À Paris, c'est 3-2 avec Icardi. Là, c'est Leroy à la dernière minute aussi. Et voilà, c'est peut-être lié la grinta des coachs argentins. Il y a ça, et moi je vous dis, on parlait tout à l'heure de la Super League, la Champions League, etc. Tout ça, c'est très, 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 très bon augure pour le foot français. Dans la pire année de son histoire, on est bien d'accord, la pire année en termes financiers et tout. Regardez ce paradoxe absolu. L'an dernier, on a 2 clubs français dans le dernier carré de la Champions League. Ensuite, on se paye une année Covid qui nous fracasse. Et cette année, on a un PSG qui n'a jamais aussi bien joué, qui j'espère va aller au bout. Et on a les grandes marques françaises que sont aujourd'hui Monaco, Lille, Lyon, Saint-Etienne malheureusement, malgré son président, qui commence à se réveiller un peu. Et l'OM, pour moi, qui est une des plus grandes marques évidemment, parce que c'est celle qui a gagné la Champions League, le fait qu'il se réveille, c'est peut-être de très bon augure pour les prochaines années. Donc regardez ce paradoxe extraordinaire, c'est qu'on est toujours attrapé par la beauté du jeu, on est toujours attrapé par l'émotion. Et finalement, l'argent ne sert à rien là-dessus. Parce que je peux vous dire, vous pouvez avoir l'argent le plus incroyable au monde, vous n'achetez pas du mental, vous n'achetez pas l'orgueil des joueurs. Ça, c'est malheureusement comme ça. Et heureusement comme ça. C'est une affaire d'émotion. C'est une affaire à un moment, cette connexion entre un coach, la marque, ses joueurs, son public. C'est parfois magique. Regardez, pendant des années, ce qui a manqué à Paris, c'est quoi? Avec tous ces milliards, ils n'avaient pas de mental.
cette année, peut-être que ça y est. Ils ont enfin un mental et je l'ai vu, moi, contre Saint-Etienne. Et j'y crois vraiment. Je l'ai vu contre le Bayern. Et il y aura une équipe du Bayern comme ça et gagner au bout du compte, c'est les grands clubs qui peuvent se le permettre. Donc là, je crois qu'en fait, c'est en train de devenir une grande marque et qu'il y a d'autres grandes marques qui arrivent ou qui renaissent. Et il y aura, Franck, comme l'OM. La semaine prochaine, un très important Lyon-Lille qui pourrait être décisif, sachant que Lille a été tenu en échec vendredi contre Montpellier. Messieurs, maintenant, on va parler d'un autre buteur. On a parlé d'un certain nombre de buteurs tout à l'heure, mais là, on va parler peut-être du plus grand buteur contemporain, à savoir Cristiano Ronaldo. Amor mio. Eres el ser que amo sin fin. Pasión divino, amor mio. Amor mio, interprété par Cristiano Ronaldo. On apprend en effet que Cristiano Ronaldo aussi, on l'apprend dans ce texte, dans cet excellent livre que je vous présente aujourd'hui. Bonsoir Régis Dupont. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Classico. Vous êtes journaliste à l'équipe pour lequel vous suivez le football portugais depuis une vingtaine d'années et vous venez de faire paraître une biographie passionnante de Cristiano Ronaldo. Je la montre à la caméra devant moi pour ceux qui nous suivront sur YouTube, intitulée 101 fois Ronaldo. Ça paraît chez Solar Edition. Est-ce que le parcours, Régis Dupont, de celui que vous présentez comme le plus grand athlète portugais de l'histoire, est-ce que ce parcours vous a fasciné à la fois en tant qu'homme et en tant que sportif ? Ah oui, c'est vraiment, c'est complètement fascinant, c'est le mot, parce que c'est vraiment, au départ, c'est un talent extraordinaire, évidemment. Ronaldo, je l'ai vu tout jeune réussir des choses incroyables avec ses pieds, avec tout son corps. Mais derrière ça, il y a eu plein d'autres choses, c'est-à-dire beaucoup de travail, beaucoup d'éticaçao, comme ils disent au Portugal, quelqu'un qui s'est donné à 200% pour son sport et pour réussir et pour être le meilleur du monde, avec une volonté incroyable dès la première fois que je l'ai rencontré, alors qu'il n'avait pas encore joué avec les pros. Déjà, il disait que son but, c'était d'être le meilleur du monde. C'est un livre, je le disais en ouverture, ce qui est très riche en anecdotes, qui est très agréable à lire et c'est un compliment sincère. Avant de se plonger dans ces grandes années à Manchester, au Real et aujourd'hui à la Juve, vous consacrez une centaine de pages dans votre livre à ces premières années de vie et de jeune footballeur. Une vie, et je l'ai appris en vous lisant, qui a été marquée par la douleur, par le manque et déjà la volonté de consacrer sa vie au football. Ah oui, très clairement, en fait, quand il est jeune, très vite à l'école, ça se passe mal. Il a pas mal de problèmes de discipline et il est, il n'est pas en échec scolaire parce que c'est pas le mot, parce qu'en fait, à l'école, il redouble. Pas parce qu'il n'a pas les capacités, parce que ça l'intéresse pas. En fait, tout ce qui l'intéresse, c'est le football. Donc, l'école, ça l'intéresse pas. Les cadeaux que lui offre son parrain à Noël, ça l'intéresse pas non plus. Ce qu'il veut, c'est des ballons de foot. Quand il est sur le terrain, jouer, ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est gagner. Donc, quand ça se passe mal, il pleure. Et sa vie, effectivement, est complètement. Le football est vraiment un exutoire pour lui parce que, effectivement, il vit dans une famille qui n'est pas riche, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un environnement familial compliqué, avec un papa alcoolique, une maman qui elle-même subit plein de soucis depuis sa jeunesse. Donc vraiment, pour lui, le football, c'est beaucoup de violence. Oui, il y a eu de la violence, surtout autour de sa maman, ça c'est clair. Lui-même est un enfant non désiré, ça crée forcément évidemment de la culpabilité au niveau de sa maman. Donc c'est une histoire incroyable. C'est presque un film de Disney avec au début c'est un peu Cosette, Ronaldo. Alors, de Madère, il va atterrir au Sporting Portugal et c'est avec ce club portugais que sa carrière bascule à l'été 2003. Le Sporting affronte le 6 août de cette année-là Manchester United et le jeune Ronaldo une presse exceptionnelle. Il torture John O'Shea par ses dribbles et ses accélérations. Et pour Alex Ferguson, le coach à l'époque de United, ce jeune attaquant doit se mettre d'accord tout de suite dans la soirée avec les Mancuniens. Voilà, alors en fait, les choses sont déjà bien entamées. Hein. C'est pas complètement ce match qui fait signer Ronaldo à Manchester, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de clubs autour de lui, dont Manchester United.
Et les joueurs et le reste du staff de Manchester se disent non, c'est pas possible. Un joueur comme ça, il faut le faire signer. Parce que là, ça commence à se voir, entre guillemets. À ce moment-là, Ronaldo, c'est encore un joueur dont la réputation n'a pas totalement franchi les frontières du Portugal. Et on est qu'en 2003, ce n'est pas comme aujourd'hui avec tous ces réseaux de scouts qui vous trouvent des joueurs, qui vous dénichent des joueurs sur Internet. À l'époque, les gros clubs anglais, notamment, sont déjà sur lui. Il avait notamment rencontré Wenger, Arsenal. Et on va dire que 15 jours avant ce match, encore, la possibilité qu'il signe à Arsenal était relativement forte. C'était vraiment Arsenal. Il aurait pu même signer à Lyon. Le club qui a vraiment raté Ronaldo, c'est sans doute Liverpool, qui a préféré Sinama Pongol et Le Talek à l'époque plutôt que Ronaldo. Est-ce que Lyon aussi n'a pas raté un énorme coup en faisant signer Cristiano Ronaldo en échange de Tony Vérel ? Oui et non. Parce qu'en fait, cette histoire, c'est aussi que le Sporting n'a pas les moyens d'acheter Tony Vérel. En fait, le Sporting veut le prêt de Tony Vérel contre Ronaldo, et un Ronaldo qui, à l'époque, n'a toujours pas joué en championnat portugais, qui est certes une promesse, mais qui n'est sans doute pas taillé, malgré tout, pour jouer comme titulaire à Lyon à 17 ans. À l'époque, il faut se rappeler, c'est les débuts du très grand Lyon. Lyon qui domine de la tête et des épaules le championnat français. Messieurs, Alex, Franck, Benjamin, une question à notre invité Régis Dupont sur Cristiano Ronaldo. Moi, j'avais une question parce que c'est mon idole. Moi, alors, Franck et Benjamin. De sport, de foot depuis des années. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est de voir cette rigueur absolue qui démontre une fois de plus que quand on est un grand, il faut travailler. Et est-ce qu'il est vrai, parce que la rumeur raconte qu'il travaille 2 fois plus que ses coéquipiers partout là où il a été, un peu comme en rugby où certains grands buteurs reviennent le soir, allument le stade pendant 5 heures pour buter. Il paraît que lui s'impose des séances qui ne sont même pas obligatoires, des séances personnelles, et qu'il passe sa vie justement à se perfectionner, à s'entraîner. Est-ce que c'est vrai ? Régis Dupont. Ah oui, c'est complètement vrai. Alors ça a commencé très jeune, évidemment, avec ses courses avec des poids autour des chevilles pour se muscler. Ça a continué dès son arrivée à Manchester United. Il y a une équipe en fait qui est mise en place autour de lui. Il y a notamment le kiné de l'équipe nationale portugaise qui vient faire des stages à Manchester avec lui, qui vient passer une semaine par mois, grosso modo. Et il m'avait raconté qu'au début, il s'est dit mais où est-ce que je suis tombé ? Parce que il y avait l'entraînement du matin avec le club. Ronaldo rentrait, il faisait des petits exercices, la sieste, hop, et en revenant de la sieste, Ronaldo recommençait des exercices. Après, il dînait, il allait se coucher et hop, ça recommençait le lendemain. Et le kiné lui a dit jamais tu sors, jamais tu vas en ville. Il s'est dit jamais je vais découvrir Manchester. En fait, le kiné, il ne voyait rien de la ville parce qu'il passait sa journée à bosser avec Ronaldo. Et aujourd'hui encore, ça continue. Pendant le confinement, il est à Madère, sur son île, parce que sa maman a eu des soucis de santé. Je parle du premier confinement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il va voir ses anciens entraîneurs et son ancien président du National, et il réquisitionne en quelque sorte le stade du National Madère, le centre d'entraînement qui porte d'ailleurs son nom, pour pouvoir s'entraîner, faire des exercices et continuer à progresser et être prêt. Et d'ailleurs, quand la compétition reprend avec la Juventus Turin, il est extraordinaire, il empile les buts. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui ne relâche jamais la pression. Et même si aujourd'hui, il concède qu'il travaille un petit peu moins, parce qu'il travaille un petit peu moins, pas parce qu'il ne veut plus travailler, mais tout simplement parce qu'il a 36 ans et que travailler plus, ce serait complètement déraisonnable. On va peut-être voir, avant de céder la parole à Alexis, qui avait une question, un visuel sur les performances récentes de Cristiano Ronaldo. C'est assez exceptionnel cette saison. 37 matchs, 32 buts, toutes compétitions confondues, dont 25 en championnat. Il est à peu près quasiment au même standard que ces 2 dernières années à la Juve. C'est quelqu'un, malgré son âge avancé pour l'heure, qui reste extrêmement compétitif. Ah oui, qui le sera certainement jusqu'au bout, compétitif. À part évidemment s'il était transféré dans une équipe de bas de tableau d'un championnat européen, où là ça pourrait commencer à devenir compliqué, mais il le sera forcément jusqu'au bout parce qu'il a fait aussi évoluer son jeu. Et parce qu'il a aussi fait évoluer son jeu.
c'est plus du tout le même joueur. Le joueur qui est transféré du Sporting Portugal à Manchester United, c'est un dribbleur fou qui fait parfois même un peu n'importe quoi, mais qui a un talent extraordinaire, qui ne pense qu'à dribbler, qu'à faire se lever les tribunes. Et le joueur qui est aujourd'hui à la Juventus Turin, c'est un joueur qui ne fait que ce qui est efficace. Il est dans l'efficacité pure à 100%. C'est presque un métronome du but aujourd'hui. Et effectivement, pour qui l'a connu en 2003 ou 2004, c'est une mutation assez extraordinaire. Benjamin, ouais, Régis Dupont. Moi, ma question, c'est quel est l'avenir en fait de Cristiano Ronaldo, parce que j'ai l'impression que ça se complique un peu pour lui. Alors à la Juventus de Turin, on entend que c'est compliqué, on lit que c'est compliqué, et la Juve n'est plus dans les premières places, ni européennes, ni d'ailleurs en Italie. Quel est son avenir, sachant que c'est évidemment une star, la star du football incontestable, le salaire qu'il faut assurer, où est-ce qu'il va pouvoir rebondir pour garder justement cette exigence? Est-ce qu'il n'est pas en train de passer dans une deuxième partie de fin de carrière, quoi? Malheureusement. Alors, ce qui est très certain, c'est effectivement qu'il approche vraiment du bout. La plupart des joueurs à son âge ont d'ailleurs déjà franchi ce cap, de passer un peu de l'autre côté. Je pense effectivement que son avenir n'est sans doute plus à la Juventus Turin. Finalement, c'est une histoire d'amour contrarié. La Juventus Turin, il est sans doute arrivé 6 mois ou un an trop tard à Turin. Aujourd'hui, à Turin, il n'y a pas l'équipe qui est capable de le porter jusqu'à la surface de réparation. Il a besoin, il n'est plus capable de partir à 35 mètres du but dans une chevauchée et de frapper au bout de 2 dribbles. Donc, il a besoin d'une équipe qui soit vraiment dominante, y compris au niveau européen, ce que n'est pas la Juventus Turin aujourd'hui, en tout cas. Mais effectivement, trouver un club qui lui permette d'être dominant dans un 8e ou un quart de finale de Ligue des Champions, et donc de lui permettre de réussir des buts dans ces moments-là. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, après, tout est envisageable. C'est Ronaldo. Ça reste le meilleur buteur dans les 18 mètres adverses. Entre lui et Messi, quand même, c'est difficile de trouver mieux. Donc, pourquoi pas revenir à Madrid, pourquoi pas revenir à Manchester United. On voit que le foot européen est en train de bouger énormément là ces jours-ci, et il a Ronaldo, c'est aussi Jorge Mendes, l'agent le plus efficace du monde. Donc je pense effectivement que son avenir n'est pas forcément à Turin. Mais je pense aussi qu'il a envie, au moins encore une année, et si possible jusqu'à la Coupe du Monde 2022, de rester dans un grand championnat européen. Et la question, c'est après, est-ce qu'il arrête complètement ou est-ce qu'il part aux États-Unis? Je pense qu'il a aussi, il a dans un coin de la tête l'idée de faire un petit bout de chemin aux États-Unis aussi. Un peu comme Messi, finalement. Pourquoi ne pas rêver qu'ils viennent jouer dans un club français qui a eu un Champions League l'an prochain, comme Monaco, par exemple? Ça aurait de la gueule. Et puis, je pense que vous imaginez en termes de projet. Moi, j'y crois vraiment, parce que d'abord, vous savez très bien que les joueurs portugais ont toujours formidablement bien réussi en France. Regardez au PSG, regardez Paoletta qui a fait Bordeaux et Paris. Il y en a eu d'autres. Moi, je trouve que ce serait extraordinaire pour lui, parce que Monaco, c'est aussi un grand club, qui a eu quand même des grandes heures. Et je pense que s'il joue comme ça, s'il se qualifie pour la Champions League, je pense que ça peut être extraordinaire pour lui, parce que il termine par le haut. En fait. Est-ce que c'est possible? Alors, on va écouter, il nous reste quelques instants, Franck. Est-ce qu'on va écouter la réponse de Régis Dupont? Est-ce qu'on peut lui imaginer Cristiano Ronaldo signer un jour en France, au PSG peut-être, ou comme le propose France, à Monaco? Alors, je pense que son idée de départ, s'il était venu en France, ce serait plutôt Paris, clairement, où d'ailleurs Jorge Mendes a ses entrées dernièrement. Mais effectivement, Monaco, pourquoi pas? C'est imaginable. C'est quand même pas le stand-in de ce qu'il a connu. Je veux dire, il a toujours été dans le meilleur club du championnat dans lequel il est allé. Donc, la logique de sa carrière, ce serait quand même le Paris Saint-Germain. Mais effectivement, aujourd'hui, à 36 ans, bientôt 37, peut-être que Monaco fait partie des rares clubs qui seraient capables de faire un effort sur une saison ou deux avec un salaire à 30 millions d'euros par an. Un dernier mot, Régis Dupont, vous suivez le football portugais, je le disais, depuis une vingtaine d'années pour l'équipe. Un mot et une réaction sur le limogeage tout à l'heure de José Mourinho de Tottenham. Il n'y a jamais vraiment eu d'idylle finalement entre le coach portugais et les Spurs.
aucun trophée gagné et une période très courte, finalement 17 mois, la plus courte jamais passée sur un banc dans un même club pour José Mourinho. Oui, et puis un petit affront parce que le faire partir justement quelques jours avant la finale de la Coupe de la Ligue, qui aurait pu lui permettre de maintenir sa légende, de gagner un nouveau titre, en plus contre Guardiola, c'est quand même un petit affront qui lui est fait. Mais effectivement, dès le départ, c'était une sorte de mariage forcé, Tottenham et Mourinho. Mourinho, au départ, ne voulait pas aller dans un club qui joue la Ligue Europa, il voulait aller dans un club qui joue la Ligue des Champions. Et il y est allé presque par dépit parce que la saison durant laquelle il arrive à Tottenham, c'est la première fois depuis le début de sa carrière à José Mourinho que la saison commence sans lui, en fait. C'est la première fois qu'il n'a pas de club au début de la saison. Donc, quelque part, il le fait parce que Tottenham a de l'argent, est capable de lui offrir son salaire et est capable aussi de jouer éventuellement en Ligue des Champions, en tout cas un effectif pour peut-être monter sur le podium en Première Ligue. Mais effectivement, on a vu qu'il a essayé de changer. Il a changé son staff, et puis assez vite, il est revenu à l'ancien José Mourinho. Ces dernières semaines, il avait fait lui aussi le constat que de toute façon l'histoire allait s'arrêter, mais évidemment lui pensait que ça allait s'arrêter en fin de saison, qu'on allait le laisser gagner cette Coupe de la Ligue qui lui aurait permis de dire voilà, partout où je passe, je gagne. Merci beaucoup Régis Dupont, et on voit les dernières stats de Mourinho à l'écran préparées par Raphaël, des stats à Tottenham. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre que je conseille vivement à nos auditeurs, 101 fois Ronaldo, c'est paru chez Solar. Merci à vous également messieurs, Benjamin, Alexis et Franck, d'avoir participé à Classico. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Partagez, commentez. Vous pouvez également nous réécouter sur toutes les plateformes de streaming, notamment Spotify et Deezer. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le Festival Oriental. Vive le foot et à lundi prochain.